Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance dans cette édition du 20 juin 2025. Et bien écoutez, le plaisir, comme tous les vendredis, aux alentours de 9h30, 10h moins le quart, alors de plus en plus tard, hein, selon le principal intéressé. Mais en tout cas, j'ai le plaisir de retrouver Éric Galliègue sur le plateau de TV Finance. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup Eric d'être avec nous ce matin. Eric Galliègue, vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous pour nous expliquer comment ont évolué les principaux indices que vous suivez, les principaux actifs que vous suivez, sous quel prisme. Et avant de faire le tour de l'actualité que vous avez sélectionné pour nous, pouvez-vous nous dire comment ces actifs ont évolué? Alors, ils ont évolué plutôt à la baisse, hein. On a donc un phénomène baissier en Europe, hein, qui était plus important en Europe. On a perdu près de 3% quand même, donc on s'affaiblit, hein, plus nettement qu'aux États-Unis. On a perdu que 1%, c'est-à-dire très peu de choses. Les événements géopolitiques inquiètent plus l'Europe que les États-Unis. On est plus proche géographiquement et on est plus sensible au cycle économique et au prix du pétrole. Alors que le troisième point, c'est bien sûr la hausse de l'euro qui a progressé à nouveau de 0,3% et s'installe au-dessus de 1,15. C'est ça, exactement. On était à 1,16 la semaine dernière quand vous étiez là, 1,15 maintenant. Bon, on reste sur des niveaux relativement similaires. Inévitablement, vous en avez parlé, c'est la géopolitique qui est au cœur de l'actualité actuellement. Le conflit israél-iran qui est en train de se mondialiser. On ne peut pas éviter évidemment d'évoquer comme première information clé de la semaine ce qui se passe effectivement, donc le conflit entre Israël et l'Iran. C'est un conflit réel, majeur, entre deux grands pays, hein, l'Iran, 90 millions d'habitants, hein, Israël, qui est évidemment un acteur très important de la région. C'est finalement ce qu'on craint depuis longtemps et ça arrive. Hein, finalement. Donc pas de surprise. Pas de surprise, je sais pas. C'est négatif, forcément. C'est négatif. Après, voilà, je pense que le marché ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Hein, c'est quand même assez clair. Pour l'instant, il se passe rien, donc on vit au jour le jour, hein, avec le sentiment que finalement, bon, bah voilà. Le pire n'est jamais certain. Le prix du pétrole est relativement stable. Ça a monté un petit peu, mais rien de méchant. Bon, voilà, ça va bien se passer. L'Iran est à genoux militairement. On n'a pas de doute sur l'issue, hein, de cette guerre, mais c'est entre guillemets. C'est pas une guerre, hein, c'est une destruction massive d'un pays. Parce qu'on peut pas dire autre chose. Donc voilà. Après, c'est négatif. Les points négatifs, on les connaît. On ne veut pas en parler, mais c'est bien sûr des vagues terroristes qui pourraient s'abattre sur le monde occidental. C'est les destructions d'installations pétrolières d'un pays humilié qui pourrait donc détruire les installations, notamment saoudiennes, qui est ouvert son espace aérien aux avions de l'État hébreu. Donc c'est quelque chose, bien sûr, d'extrêmement anxiogène. Donc c'est -1 pour nous. Après, le marché, il oublie, mais c'est notre rôle de rappeler combien on joue pas avec le feu, mais c'est en train d'exploser. Ouais, exactement. Et les experts qui sont de plus en plus nombreux à dire que l'issue diplomatique est de moins en moins certaine. On va poursuivre avec l'économie, la macroéconomie, cette fois-ci côté États-Unis, où les ventes au détail, bon, moyenne surprise, mais baissent. Alors oui, on commence à imaginer que finalement, cet impact négatif de la politique de M. Trump est en train de se matérialiser. Effectivement, on le voit sur le graphique, avec ces deux baisses significatives, janvier et mai, avec beaucoup moins de mesures avril des ventes au détail. C'est quelque chose qui est tout à fait inquiétant et symbolique, en ce sens que la baisse des ventes au détail a été très marquée sur les ventes automobiles, hein, qui ont subi donc les hausses tarifaires liées aux droits de douane. Donc c'est bien sûr un élément négatif. Le ralentissement économique est marqué aux États-Unis, il va l'être, il est marqué aux États-Unis. On parle plus de récession comme on l'avait fait au mois d'avril, il est marqué, mais avant de vivre une récession, on vit souvent un ralentissement. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est clairement négatif au titre donc de l'économie. C'est effectivement négatif. Une nouvelle positive, il y en a quand même quelques-unes, ça nous vient de la Chine, les ventes au détail chinoises qui ont augmenté de façon assez surprenante même. Oui, c'est tout un symbole. On a une hausse donc, de 6,4% des ventes en glissement annuel des ventes au détail chinoises. Donc c'est quelque chose qui est positif, hein, d'une façon générale. Tout ce qui montre de la croissance est positif. Alors ce qui est caractéristique et assez symbolique de ce qui se passe, c'est que finalement cette hausse des ventes au détail elle est liée au plan de relance
chinois. Donc le challenger fait des plans de relance, le leader, les États-Unis, fait des plans finalement d'augmentation de pression fiscale, puisque les droits de douane, c'est une augmentation de la pression fiscale sur les consommateurs américains, et c'est donc un risque récessif. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir la même semaine ces deux chiffres très très différents, puisqu'on a une baisse en valeur absolue, une hausse en valeur absolue, une accélération de la hausse en Chine, pour montrer que effectivement, il y a effectivement ce combat qui est quand même la clé, une des clés majeures de la compréhension du monde et des marchés financiers, à savoir un leader qui est challengé par donc le numéro 2, les États-Unis, qui est challengé par la Chine. Alors attendez, après c'est une donnée prise comme ça, il faut attendre du plus long terme, voir s'il y a une tendance qui se dégage. Mais effectivement, en tout cas dans ce contexte-là, c'est particulièrement intéressant. On va finir sur un point un peu technique, Eric, puisqu'on va parler des marchés, du marché monétaire, de la stratégie monétaire de la Banque centrale du Japon, qui globalement va favoriser les émissions à court terme plutôt qu'à long terme pour freiner la volatilité sur justement ces obligations à long terme. Alors, c'est un comportement de pays surendettés, ou d'acteurs Mais économiques surendettés. Pour résumer la chose, c'est ce qu'on pourrait dire. Alors, d'un point de vue technique, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, d'abord, ce qui me semble très important de dire, c'est que la Banque du Japon n'a pas augmenté ses taux. On est quand même à 0,5%. Alors qu'on a une inflation qui est record. Là, les chiffres sont tombés cette nuit. On a quand même plus de 3% sur l'inflation, 3,7. Ça ne se dément pas du tout. Donc quand on voit ça, on se dit il y a de la complaisance. C'est clairement de la complaisance. Donc les taux longs ont commencé à bouger. On l'a vu au cours du début de cette année. On a eu une accélération il y a un mois, quoi, à peu près, sur le 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui ont beaucoup monté en taux. Et donc effectivement, le propos de la Banque du Japon, c'est de temporiser, c'est de dire, bon, voilà, il y a l'inflation, mais bon, on monte pas les taux à court terme. En plus, le quantitative tightening, comme on dit, a été un petit peu réduit. C'est très technique, c'est des dérivés secondes, mais effectivement, la baisse des achats de Banque du Trésor par la Banque centrale va être un peu moins rapide que prévu. La baisse va être moins rapide. Voilà. Donc ça signifie bien que il y a la volonté de la part de la Banque centrale japonaise de temporiser, de dire vous inquiétez pas, on va essayer, on va gérer les choses parce que le yen carry trade c'est fini. Le yen carry trade, c'est des flux massifs des places financières étrengères vers des investisseurs, des investisseurs apatrides, on va dire, internationaux, qui prennent du yen, qui prennent une monnaie de financement, le yen, à des taux très très bas, pour le convertir dans une autre monnaie et acheter des actifs en dollars, en euros, etc. Donc ça, c'est le yen carry trade qui se termine parce que les taux montent. Alors c'est ce qui s'est passé au mois d'août dernier, puisque on avait eu une hausse des taux. Ici, il n'y a pas de hausse de taux, donc c'est plutôt positif. C'est plutôt positif, mais c'est clairement de la complaisance monétaire. Alors clairement positif, je vais me faire l'avocat du diable. On reste quand même dans un pays, comme vous l'avez dit, 260%. La dette représente 260% du PIB. Comment est-ce qu'elle va la financer, cette dette-là Alors, je dis positif dans l'exercice qui est le mien. Un problème de soutenabilité de la dette, comme on dit. Pareil, c'est très technique et on pourra détailler tout ça plus tard, mais en tout cas... Non, d'un point de vue de réaction aux actualités de la semaine, ceci me semble être un élément plutôt positif. Le côté négatif, évidemment, un pays qui a 270% de dette publique, c'est gênant. On le sait. On sait très bien que c'est compensé par une épargne nationale, une détention nationale très importante donc, de cette dette. C'est pas des éléments nouveaux. Mais effectivement, aujourd'hui, le signal plutôt positif qui est donné, c'est de dire la Banque du Japon elle fait très, très, très attention. Et c'est important parce que, à nouveau, c'est un acteur majeur de la sphère financière. Il ne faut jamais l'oublier. Exactement. Vos actus, du coup, par la force des choses, évidemment que la note est neutre, 0. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Du coup, par la force des choses. Pas mal. Écoutez, j'en connais. Donc oui, 0. Est-ce que ça change fondamentalement vos recommandations d'investissement? Non, ça ne change pas nos recommandations. On est donc dans un équilibre entre des éléments négatifs qui viennent des États-Unis, finalement, et des éléments positifs qui viennent d'Asie, même s'il s'agit de complaisance monétaire. C'est intéressant. Donc on a un équilibre et donc on ne change pas notre position qui est d'être investi. Notre position, elle prend en compte notre mesure du risque, donc avec des indicateurs bien spécifiques à cela, qui sont un peu dégradés, mais qui globalement restent pas trop mauvais, on va dire, et la dynamique des prix. La dynamique des prix, l'analyse graphique, c'est un des éléments d'analyse de prix. Nous, on a des algorithmes, une
élaborés qui nous permettent de mesurer la vitesse, l'inertie et de transformer ça en signaux d'achat ou de vente. Ces signaux-là ou cette analyse-là des marchés financiers demeure favorable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vitesse acquise, l'inertie des actions américaines, des actions européennes est toujours favorable. Donc, on suit, on reste investi. C'est ça, vous suivez la tendance. Tant que cette tendance, elle est favorable, et en dépit de tout ce qu'on peut dire de l'endettement du Japon, du risque récessif aux États-Unis, etc., etc. Ce qui est important de rappeler, c'est que, et c'est effectivement majeur dans la sphère financière actuelle, c'est qu'elle s'auto-entretient et que pour l'instant, tant que ce phénomène dure, eh bien, on reste investi. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric Galliec, vous êtes directeur de la recherche chez FU Advisor Valcan et avec nous tous les vendredis pour nous expliquer dans quelle mesure il peut être intéressant d'investir ou non sur les marchés financiers.